Oui, bonjour à toutes et à tous. On va attendre une minute ou deux, le temps que tout le monde se connecte à cette visioconférence régionale qui est organisée par l'URPS Pharmacie en partenariat avec le CROP Pays de la Loire, l'assurance maladie, le CH du Mans et l'ARS, bien sûr, Pays de la Loire. On va y aller. Voilà. Voilà, bonjour à tous. Je crois qu'on va démarrer pour ne pas mettre en retard tous nos intervenants et toutes les personnes qui se sont connectées à l'heure. Voilà, donc je me présente, je suis Alain Guillemino, je suis président de l'Union régionale des pharmaciens des Pays de la Loire. Et donc, dans le contexte national où il est désormais possible pour les pharmaciens d'officine de prescrire, d'administrer les vaccins, il nous a paru, les vaccins inscrits au calendrier vaccinal par l'arrêté du 8 août dernier, il nous a paru intéressant de vous proposer, je dirais, de vous faire part de l'environnement de cette mise en place de vaccinations que vous connaissez pour la plupart, mais il y avait quand même un certain nombre de points qui sont à préciser. Il nous a paru intéressant de réunir un certain nombre d'experts autour de nous pour vous faire part de tous ces nouveaux contextes. Donc au programme ce midi, nous accueillons le docteur Blanqui du CH du Mans, qui est infectiologue au CH du Mans, qui va nous parler de l'épidémiologie de la vaccination. Ensuite, le docteur Jocelyn Coutable, qui est le président du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, va nous parler de la réglementation avec Madame Marine Tétas, qui est juriste, et l'assurance maladie des Pays de la Loire, que je remercie de sa présence, avec Madame Véronique Delaunay, Leclinch et Madame Catherine Le Collen. Ensuite, le volet numérique de la vaccination, Mon Espace Santé, le DMP, va nous être exposé et expliqué par Madame Claire Marquez. Merci Madame Marquez d'être présente. Et puis donc, n'hésitez pas tout au long de la visioconférence de poser vos questions sur le chat ou par oral à la fin de la présentation. Anne-Claire Roger, qui est à mes côtés, se chargera de collecter vos questions et d'en faire part aux différents intervenants et experts. Voilà, bah écoutez, je cède tout de suite, pour ne pas être plus long, la parole au docteur Sophie Blanqui pour la première intervention. Merci. Alors, bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. Je pense que c'est bon. Vous voyez le partage? Oui, très bien. Oui, d'accord. Donc, je vais commencer. Donc, moi, je suis docteur Sophie Blanqui. Donc, je suis infectiologue à l'hôpital du Mans et je m'occupe particulièrement de la thématique vaccination.
Et donc, je vais vous présenter des données d'épidémiologie de la vaccination en France et particulièrement dans les Pays de la Loire. Alors, donc déjà pour commencer, donc on peut dire qu'on a quelques bonnes nouvelles sur les données de couverture vaccinale de cette année, euh, notamment donc pour ce qui est des vaccinations obligatoires. Vous savez que les vaccinations, il y a certaines vaccinations qui sont obligatoires pour les enfants depuis janvier 2018, du coup. Et donc, pour la troisième dose du vaccin hexavalent à l'âge de 21, j'ai mis 21 ans, mais c'est 21 mois, pardon, entre les cohortes 2020 et 2022, on a une progression en France de plus 0,3 points. Donc, c'est une progression qui est pas énorme, mais on a des chiffres de couverture vaccinale qui sont plutôt très bons. On est maintenant actuellement en France à 91,2% de couverture vaccinale. Dans les Pays de la Loire, les niveaux sont plutôt élevés avec des variations départementales, un petit peu moins pour les Pays de la Loire, 91,5%, pour la Loire-Atlantique, pardon, et 94,7% en Vendée. Et vous voyez qu'on est au-dessus, en fait, des chiffres de la France métropolitaine en Pays de la Loire. Pour ce qui est de la vaccination rougeole au rayon rubéole, donc en France, on a eu une progression de la couverture vaccinale aussi de plus 1 point entre les cohortes 2019 et 2020. Donc c'était la couverture vaccinale pour la deuxième dose à l'âge de 33 mois. Voilà, donc pour la cohorte 2020, nous sommes à 85,7% de couverture vaccinale pour rougeole au rayon rubéole 2 doses. Et dans les Pays de la Loire, on est un petit peu supérieur à la couverture vaccinale qui est observée en France métropolitaine, avec toujours des variations départementales. Ça va de 86,4% en Loire-Atlantique à 90,5% en Vendée. Ce qu'il faut savoir, c'est que la cible pour la couverture vaccinale rougeole, oreillon, rubéole 2 doses est de 95%. Donc, c'est des bonnes nouvelles. On progresse sur cette couverture vaccinale, mais on est encore en dessous de la cible à atteindre. Et juste pour vous illustrer un petit peu, les conséquences de cette couverture vaccinale inférieure à la cible, c'est vous avez dû entendre que nous avons eu une épidémie de rougeole qui a eu lieu dans un collège en Ardèche. Et vous voyez, il y a eu 63 cas de rougeole qui ont été confirmés au 2 novembre 2023. Et quand on regarde un petit peu les vaccinations de ces enfants qui ont présenté la rougeole, ben, il y en avait 40% qui avaient bien eu 2 doses de vaccin ROR, mais ils avaient eu leur première dose avant l'âge de 1 an. Et on sait que quand on fait la première dose avant l'âge de 1 an de ROR, cette vaccination est moins efficace. Et donc, normalement, ils doivent recevoir encore 2 doses après l'âge de 1 an, ces enfants-là. Donc, en fait, ils n'étaient pas vraiment à jour de leur vaccination. Et tous les enfants qui n'étaient pas vaccinés contre la rougeole ont contracté la rougeole, bien sûr. Et il y en a 2 qui ont dû être hospitalisés. Donc, vous voyez qu'en France, on continue à avoir des épidémies de rougeole alors qu'on a un vaccin obligatoire, disponible et remboursé. Pour ce qui est donc des couvertures vaccinales pour les vaccinations des nourrissons, mais qui ne sont pas obligatoires, on a aussi des bonnes nouvelles, et notamment avec la vaccination contre le méningocoque B. Vous savez que cette vaccination a été recommandée depuis juin 2022, et vous voyez qu'on a eu assez rapidement des bonnes couvertures vaccinales, avec pour la France entière une couverture vaccinale de 48,8%. Et dans les Pays de la Loire, on est à une couverture vaccinale qui est environ de 46%, avec une couverture vaccinale plus importante en Loire-Atlantique, 52,8%, et en Sarthe, 33,4%. On a quand même une bonne adhésion pour une première année à cette vaccination. Dans les vaccinations non obligatoires aussi, donc vous savez que le vaccin méningocoque C, donc il est obligatoire avant l'âge de 2 ans, et après il est simplement recommandé, et il y a une recommandation de vacciner donc les personnes jusqu'à l'âge de 24 ans contre le méningocoque C. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu une augmentation du rattrapage de cette vaccination chez les enfants qui étaient âgés de plus de 2 ans. Avec une augmentation en fonction des âges entre 1,1 et plus 4,3 points de couverture vaccinale entre les 2021 et 2022. Donc vous voyez, donc c'est vrai que la couverture vaccinale elle est meilleure pour cette vaccination quand les enfants sont plus jeunes, un peu moins bonne pour les enfants un petit peu plus âgés et pas très bonne pour les adolescents et jeunes adultes. Mais on voit quand même que cette couverture vaccinale, elle progresse sur le petit schéma à côté, avec un rattrapage qui est un petit peu mieux.
Voilà. Et ensuite, pour la vaccination donc, contre le papillomavirus chez la jeune fille, on a une augmentation aussi de la couverture vaccinale de la deuxième dose de plus 4,1 points chez les jeunes filles qui ont 16 ans, donc qui sont nées en 2006. Et on atteint une couverture vaccinale de 41,5% actuellement en France, du coup. Et on a une augmentation aussi de la couverture vaccinale de la première dose de plus 2 points. D'accord? Mais ce qui a un petit bémol à cette bonne nouvelle, c'est qu'on a une tendance quand même à la stabilisation de cette augmentation de la couverture vaccinale une dose, alors que la couverture vaccinale, elle est très insuffisante, hein, du coup. Vous voyez qu'on avait des objectifs de couverture vaccinale deux doses qui étaient de 60% en 2023 et 80% en 2030. On en est encore loin. Dans les Pays de la Loire, la couverture vaccinale pour le schéma complet. On vous entend plus, docteur Blanqui. Votre micro s'est coupé. Réactivé. D'accord. super. Vous avez entendu à partir de quand vous m'avez plus entendu? Sur la couverture vaccinale pour les jeunes filles, il me semble. D'accord. Ouais. Là, ça s'est coupé. D'accord. Est-ce que vous avez en France, vous avez entendu du coup Oui, d'accord. On a perdu à partir de 2030. Oui, 2030. Oui, d'accord. Donc voilà, 80% en 2030. Et donc dans les Pays de la Loire, on est à 52,8% pour le schéma complet. Donc chez les jeunes filles qui ont 16 ans, avec quelques disparités départementales, mais voilà, une couverture vaccinale qui est quand même un petit peu supérieure à celle de la France métropolitaine, mais qui est en dessous aussi des cibles de vaccination. Une autre bonne nouvelle, vous savez que tous les ans, on a des enquêtes qui regardent un petit peu l'adhésion à la vaccination en population générale, du coup. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a quand même une augmentation des avis favorables vis-à-vis de la vaccination en général. On est à 84,6% pour l'année 2022. Donc, c'est en progression, hein, du coup. Quand on regarde un petit peu les facteurs qui sont associés à cette opinion favorable vis-à-vis de la vaccination, bah, plus on est âgé, plus on a fait d'études et plus on a des ressources élevées, plus on a une adhésion forte avec à la vaccination. Donc, c'est un petit peu des inégalités sociales aussi vis-à-vis de ces opinions. Et quand on voit la proportion de personnes qui sont défavorables à certaines vaccinations, quand on pose cette question-là, est-ce que vous avez une opinion défavorable vis-à-vis d'une vaccination? C'est 36% pour les personnes âgées de 18 à 75 ans. Et on voit que les vaccinations qui posent le plus de problèmes actuellement, c'est la vaccination contre la Covid-19, avec 25% des gens qui sont défavorables à une vaccination, qui sont défavorables à cette vaccination Covid-19. L'hépatite B est bien en dessous, mais reste quand même à 4%, la grippe saisonnière 3% et l'HPV 2%. Par contre, on a plutôt des tendances qui sont pas très bonnes pour la vaccination, et notamment pour la vaccination contre le papillomavirus chez le jeune garçon. Vous savez que cette vaccination donc, a été introduite en 2021 en France, et on a quand même des faibles couvertures vaccinales, hein, chez les jeunes garçons. On était à 12,8% pour la première dose à 15 ans et 8,5% pour la deuxième dose à 16 ans en France métropolitaine. Pour les Pays de la Loire, on a des chiffres un petit peu plus élevés qu'en France métropolitaine. On est à 17,7% pour la première dose à 15 ans et 12,6% pour la deuxième dose à 16 ans. Mais c'est des couvertures vaccinales qui restent quand même franchement très très basses. Enfin, pour ce qui est de la vaccination contre la grippe saisonnière, eh ben, pour la saison 2022-2023, nous avions 56,8% des plus de 65 ans, enfin des 65 ans et plus, vous savez, qui ont une cible de vaccination de par leur âge, de couverture vaccinale, d'accord, et qui était plus importante chez les plus âgés. Vous voyez, on était à 62,2% chez les plus de 75 ans, du coup. Et par contre, pour les moins de 65 ans, qui eux sont ciblés par leur facteur de risque, on avait 31,9% de couverture vaccinale. Donc, de seulement 15,8% chez les moins de 18 ans à risque et 33,6% pour les plus de 18 ans à risque. Dans les Pays de la Loire, on était un petit peu au-dessus des couvertures vaccinales en France métropolitaine, mais pas beaucoup plus élevé. On était à 59,5% chez les plus de 65 ans et 32,7% chez les moins de 65 ans à risque, sachant qu'on est bien en dessous aussi de la cible qui est recommandée de 75% des personnes à risque de vacciner.
Et vous voyez qu'on est sur une tendance, après un pic qu'on avait eu en 2020-2021, où les personnes s'étaient plus vaccinées, notamment parce qu'il y avait l'épidémie de Covid à ce moment-là, et qu'on n'avait pas encore forcément les vaccins disponibles pour tout le monde contre la Covid. Après, on voit une tendance plutôt à la baisse un petit peu de la vaccination contre la grippe saisonnière. Voilà, donc en conclusion, ce que je voulais rappeler, c'est qu'on a quand même des effets bénéfiques de l'obligation vaccinale pour les enfants qui sont nés à partir de 2018, avec une augmentation des couvertures vaccinales chez les nourrissons et une augmentation aussi, je pense, de l'adhésion à la vaccination en population générale. Une bonne nouvelle, c'est la bonne adhésion à la vaccination contre le méningocoque B et l'augmentation du rattrapage vaccinal pour le méningocoque C, qui sont des vaccinations qui sont non obligatoires. Et par contre, on a quand même des couvertures vaccinales qui restent inférieures aux objectifs, notamment pour rougeole, oreillon, rubéole, avec des épidémies actuellement en France, le papillomavirus et la grippe saisonnière. Et une petite extension donc sur les actualités 2023, donc l'extension des compétences vaccinales à d'autres professionnels de santé, donc notamment les pharmaciens, qui va, je pense, permettre d'augmenter ces couvertures vaccinales. On va suivre ça de près pour voir les effets que ça va avoir. Et la généralisation de la campagne de vaccination gratuite contre l'HPV en classe de 5e, qui va permettre peut-être d'augmenter les couvertures vaccinales contre l'HPV chez les jeunes filles et chez les jeunes garçons. Voilà, en essayant de lisser aussi tout ce qui est inégalité sociale qu'on peut voir dans ces vaccinations. Voilà. J'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, s'il y a des questions, je pense qu'on répond tous à la fin de la présentation. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Dr Blanqui. J'arrête le partage. Merci. Voilà. Alors, je vais repartager mon écran. Néanmoins, Claire et Catherine, je vais voir avec vous, puisque on a le docteur Coutable a un souci. Il est toujours en chambre de discipline et juridiquement, il n'a pas le droit de quitter la chambre de discipline avant la fin. Et elle n'est pas terminée. Voilà, j'ai eu un coup de téléphone en extrême urgence. Alors, je voulais voir avec vous, si ça vous dérange pas, même si c'est un tout petit peu moins cohérent, si on peut échanger et commencer par l'intervention de l'assurance maladie. Et puis, on reviendra sur les éléments que l'ordre souhaitait voir là ce midi quand Monsieur Coutable pourra se joindre à nous, si ça vous dérange pas. Il devrait pas tarder, mais on va faire comme ça pour voilà, plus de fluidité et puis ne pas perdre trop de temps. Est-ce que ça vous convient? Je suis désolée. Catherine, est-ce que ça te va? Alors, Catherine. Oui, c'est bon, ça y est. Ah, Un petit super, problème de merci. souris. Merci beaucoup pour le bon agile. Merci. Donc, pas de souci, hein, on va voir, malgré tout le sujet que devait aborder l'ordre, on va arriver dans le vif du sujet avec les modalités de facturation de la vaccination en officine, sachant que ça présente uniquement les modalités de facturation des vaccins en dehors de vaccins grippe et Covid. Donc, on est sur une patientèle uniquement de 11 ans et plus et on présente 3 cas qui pourraient se présenter en officine, avec un patient qui se présente sans prescription, un patient qui se présente avec une prescription de vaccin ou le patient qui se présente avec le vaccin. Donc, au niveau de l'éligibilité à la prise en charge du vaccin, dans le cas numéro 1 et le numéro 3, elle sera vérifiée par le pharmacien. Au niveau de la prescription, pour le cas numéro 1 où le patient n'a pas de vaccin, il faudra télécharger sur Amélie Pro un bon de prise en charge vierge qu'il faudra compléter et l'adresser via SCORE avec votre facturation. Pour le cas numéro 2, bien entendu, c'est la prescription présentée par le patient. Et pour le troisième cas, ce sera aucune prescription ou celle que le patient pourra éventuellement présenter avec le vaccin s'il en avait une et qu'il s'était fait délivrer le vaccin dans une autre officine. Au niveau du numéro de prescripteur, il a été créé par la Caisse nationale un numéro de prescripteur pharmacien dédié. Est-ce que ça suffit? Donc, en fait, il est indiqué sur la slide, le 29 1 99 08 69, qu'il faudra donc indiquer sur votre logiciel de facturation en tant que prescripteur.
Dans le cas numéro 2 où le patient a la prescription de vaccin, il faudra identifier le prescripteur avec celui figurant sur la prescription. Et dans le troisième cas, soit celui figurant sur la prescription, soit le numéro fictif. Le numéro d'exécutant sur votre facturation sera le numéro assurance maladie de l'officine. Le code acte sera RVA. Le tarif de l'injection, dans le premier cas, il sera de 9,60 € et les deux autres cas à 7,50 €. Et la prise en charge sera celle du droit commun. Pardon. Excuse-moi. Je laisse la main à Claire. Parfait. Oui, on peut enchaîner sur la partie numérique. La partie numérique, ça ne la gêne pas de ne pas avoir les conditions de prise en charge. Alors effectivement, on voulait garder un fil rouge e-santé et vous exprimer les capacités de vos outils maintenant, notamment depuis les versions Ségur, d'enregistrer les vaccinations des patients dans leur DMP directement. Et la nouvelle capacité qu'ont les préparateurs en pharmacie de faire exactement la même démarche. Vous avez un peu là les modalités de fonctionnement. Alors tout simplement, les préparateurs en pharmacie devront être enregistrés dans ce qu'on appelle le RPPS+. Vous connaissez déjà votre propre RPPS. L'État a proposé un dispositif supplémentaire pour permettre à des professionnels qui accompagnent les professionnels de santé de s'ajouter à ce dispositif et d'obtenir les mêmes droits, en fait, de rentrer dans ce qu'on appelle l'espace de confiance. Donc, disposer d'une ICPS pour pouvoir faire exactement la même alimentation. Ce qu'il va se passer à l'intérieur de votre logiciel métier et en réalité, vous verrez que les diapos suivantes, je vais passer un peu rapidement dessus pour passer sur une actualité plus directe et plus prégnante sur ce qui nous est proposé par l'Agence du numérique en santé. Vous devrez forcément qualifier l'identité nationale de santé de votre patient puisque l'alimentation automatique qui va se faire sur l'information de vaccination va arriver directement dans le DMP de ce patient. Donc, c'est vraiment indispensable de sécuriser cette identification avant de faire l'alimentation en direct. Il est bien entendu aussi toujours possible de ne pas passer forcément par votre logiciel métier et d'aller directement sur la page web DMP pour faire cette alimentation en mode manuel. Et c'est d'ailleurs ce que je vous propose en présentation juste après. C'est pas fermé. Ah oui, c'est ça. C'est nouveau, ça. Je vais passer la diapo, Anne-Claire. Merci beaucoup. Donc voilà en pratique comment se passe cette alimentation. Le pharmacien saisit ce qu'on appelle une note de vaccination et cette note de vaccination va être envoyée directement dans le DMP. Cette note de vaccination, ce n'est pas la cible à atteindre sur le numérique en santé en France. La cible à atteindre, c'est bien que le pharmacien puisse alimenter le carnet de vaccination qui se trouve à l'intérieur du DMP. Pour l'instant, les modalités d'alimentation de cette information, c'est de rajouter un document, comme si vous aviez ajouté une notice d'information à l'intérieur des documents du DMP pour alerter sur le fait que cette vaccination est effectuée. L'alimentation directe dans le carnet de vaccination arrivera avec la vague 2 du Ségur qui va être programmée très prochainement. Et donc là, votre logiciel métier ira alimenter directement l'intérieur du tiroir précis de la vaccination. Diapo suivante. Voilà, donc vous avez, je vous ai remis un petit peu un extrait du tutoriel DMP qui est disponible sur Internet avec l'intégralité des informations concernant les interactions possibles avec ce DMP et notamment avec le carnet de vaccination. Ce que je vais vous proposer, et notamment ce que je te propose, Anne-Claire, c'est que plutôt que de passer ces diapos-là, on puisse basculer sur la page de l'Agence du numérique en santé que je vais pouvoir partager pour montrer concrètement ce qu'on nous propose aujourd'hui de plus intéressant même que ce que j'avais pu vous préparer ici aujourd'hui et notamment, hop là, je vous partage mon écran, une note de vaccination concernant
Voilà, vous devez la voir. Oui. Concernant les modalités d'alimentation des informations sur la vaccination dans mon espace santé. Donc, cette note de vaccination, on va vous la joindre, hein, bien entendu, auprès de l'URPS pour que vous puissiez en disposer. Et vous avez le pas à pas, en fait, le suivi de toutes les consignes pour faire cette alimentation directement sur dmp.fr. Vous avez également un message destiné à vos usagers, à vos patients, concernant l'alimentation qui leur est propre d'une vaccination à l'intérieur de leur propre espace santé. Nous avons également une nouvelle plaquette sur l'utilisation de mon espace santé pour la partie carnet de vaccination. Donc là, c'est vraiment l'autonomie du patient qui va aller alimenter ces informations. Et puis, on a un autre dispositif d'information pour vous sur le site de l'Agence du numérique en santé qui vous propose concrètement des informations sur la vaccination à l'intérieur de mon espace santé. Vous retrouvez les 2 documents que je viens de vous présenter et vous avez également des tutoriels pour 4 éditeurs sur la saisie de la vaccination directement à l'intérieur de votre logiciel. Donc, on est vraiment sur des vidéos pratico-pratiques pour vous accompagner sur ces informations-là. Voilà en mode très rapide ce que je pouvais vous présenter sur ces aspects d'inclusion dans le DMP de la vaccination. Merci beaucoup, Claire. Donc, les autres slides, c'est bon pour toi, ça a été parfait. Ça a été, C'est ça. En fait, c'est vraiment la reprise intégrale des pages écran de dmp.fr. Ouais. C'est ce qu'on retrouve en fait dans le mémo. Ok, très bien. Alors, ce que je vais vous proposer, puisque le docteur Coutable n'est toujours pas présent, avant de passer à leur présentation, c'est peut-être, si jamais vous avez d'ores et déjà des questions, ne pas hésiter à les poser, soit via le chat, soit en ouvrant votre micro. Vous avez la possibilité de le faire sans aucun problème. Comme ça, on pourra déjà en prendre quelques-unes et puis y répondre le plus précisément possible, en espérant que le docteur Coutable nous rejoigne. Sinon, on fera en mode agile aussi sur la présentation de l'ordre du point de vue de la formation et autres. Donc, n'hésitez surtout pas à poser toutes les questions que vous souhaitez. Tous les intervenants sont là pour pouvoir vous répondre le plus précisément possible. Il me semble qu'il y en avait déjà une première sur la vaccination des mineurs et l'autorisation parentale concernant les modalités. C'était une question du chat. Peut-être, Catherine, je me tourne vers toi. Alors justement, j'ai mes 2 experts à côté de moi qui ont cherché un petit peu, parce qu'en fait, c'est pas une problématique assurance maladie, ce serait plus une problématique peut-être juridique Oui. de ce consentement, puisque nous, a priori, à partir du moment où le vaccin aura été facturé à l'assurance maladie, on n'aura pas vu ce qui a pu se passer avant. Donc, malheureusement, sur ce point-là, je ne peux pas donner d'informations. Les seules informations qu'on a trouvées sur Internet, c'est que un mineur de plus de 16 ans peut décider lui-même de se faire vacciner, et pour les moins de 16 ans, il faut effectivement l'accord parental. Pardon, c'est moi qui ai posé la question, je peux parler? Oui, oui, allez-y, je vous en prie, Madame Calvet. Je trouve ça inadmissible qu'on nous dise vacciner les mineurs et qu'on n'a pas le cadre juridique à côté. Et le Conseil de l'ordre m'a répondu: ah, bah, voyez ça lors de vos formations. C'est au ministère de la Santé, dans ces cas-là, de trancher, de nous donner le papier. S'il veut qu'on vaccine, on a quand même un enfant qui est décédé du qui est décédé suite à un malaise dû au papillomavirus. J'espère que pour l'école, tous les papiers étaient bien faits, quoi. Alors, Monsieur Coutable nous a rejoint. Bonjour, bonjour Jocelyn. Normalement, tu peux ouvrir ton micro. Ah, super. Ah, mais on t'entend toujours pas.
Non, on t'entend toujours pas, Jocelyn. Anne-Claire, Oui, Blandine, on bonjour. peut peut-être, bonjour à tous, on peut peut-être poursuivre la discussion en effet sur l'accord parental. Comment font les médecins aujourd'hui? Ils attendent aussi le double accord parental, comment ils pratiquent, hein, puisque finalement, ils vaccinent nos mineurs tous les jours. Donc, pourquoi nous, on nous demande la double autorisation parentale quand je pense que les médecins ont pour pratique d'être en accord avec un parent qui consulte, mais on ne demande pas l'accord du deuxième parent. Enfin, Ouais, je peux peut-être répondre. Du coup, oui, nous, bah voilà. souvent, voilà, nous, si on a un parent et que le parent nous dit que le deuxième parent n'est pas opposé, on va pas rechercher forcément un certificat du deuxième parent, du coup. Ouais. Et il n'y a pas d'écrit et de traces, il n'y a pas une confirmation écrite, il n'y a jamais eu de document écrit pour les médecins de Ah, devoir faire signer une autorisation, de signer l'autorisation parentale. non, non, je pense pas, hein, du coup. En tout cas, c'est pas, enfin, c'est fait dans aucune consultation, hein, du coup. Mm, mm. Donc, je pense que voilà, nous, on est dans ce cadre-là au final. Bon, Voilà. après, c'est vrai que Après, nous, enfin voilà, les seules choses sur lesquelles on est plus vigilant, c'est quand l'enfant est pas accompagné par ses parents, du coup, Mhm. et quand c'est des mineurs qui sont, enfin, c'est des, souvent, on voit beaucoup de mineurs non accompagnés, Mhm. et du coup, on a besoin enfin, d'un papier disant qu'on a le droit de le vacciner, du coup. D'accord, parce qu'on a aussi, nous, j'ai eu le cas là d'un jeune garçon de 15 ans qui a été accompagné par sa famille en fait, c'est un enfant en placement d'urgence, donc qui Ouais. venait avec le parent de garde, enfin le parent de garde, la famille Bah, la famille d'accueil, bah, nous, il nous faut le d'accueil. papier, on demande d'avoir le papier, du coup, du tuteur, du coup. Ouais. Donc, dans ces cas-là, il faut avoir Hum, l'accord des tuteurs. hum. Non, mais c'est quand même une pratique importante ouais, pour ne pas être ennuyé par la suite, hein. Oui, 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 ouais. Ah, Donc, mais c'est du vrai coup, que ce serait bien d'éclaircir le cadre en tous les cas et avoir une réponse sur le sujet un petit peu plus clair au niveau juridique. Donc, on pourra Bah, c'est peut-être au poser la niveau question. du. Voilà. Moi, je suis écœurée que le Conseil de l'ordre ait botté en touche par rapport à ça, hein, parce On que va leur les poser la premiers à nous, question. les premiers à nous dire que c'est le cadre juridique de la démarche qualité, et quand on veut faire de la qualité, on nous dit c'est voilà. Donc, s'ils savent pas, faut voir avec le ministre de la Santé, mais il faut faire avancer les choses sur ce statut-là. Surtout qu'en plus, on peut rebondir sur le sujet d'actualité où voilà, ça peut se passer pas forcément très bien, quoi. Ben, si Monsieur Coutable est avec nous, ben, on va prendre Eh ben, merci, Monsieur la Coutable, question. de répondre dans les jours à venir à ma question. Merci. C'était- Est-ce que c'est bon, Anne-Claire, là? C'est très bien. Merci, Jocelyn. Super. Merci beaucoup, hein. Du coup, je vais repartager mon écran avec la présentation du Conseil Déjà, d'ordre. déjà, avant de débuter, je salue tous mes consoeurs et confrères. J'ai entendu Blandine tout à l'heure. Et je vous prie de bien vouloir m'excuser. J'étais ce matin, j'étais là jusqu'à maintenant en chambre de discipline. C'est pas une situation agréable parce qu'on est avec des confrères. De voir des consoeurs et des confrères dans la difficulté, c'est vraiment jamais agréable. Donc, et ça s'est prolongé et les discussions viennent juste de se terminer. Voilà, c'est pour ça que je suis en retard. Merci beaucoup. Normalement, Jocelyn, tu vois bien mon écran. Donc, voilà, Oui, j'ai la diapo. super. J'ai la diapo. Donc là, moi, je prends un peu. Voilà, je prends comme ça. Donc, je pense que vous en avez parlé. Donc, depuis le 10 août de cette année, nous, pharmaciens d'officine, nous sommes autorisés à prescrire chez les personnes âgées de 11 ans et plus, à prescrire l'ensemble des vaccins qui sont mentionnés dans le calendrier vaccinal en vigueur, à administrer, sauf bien sûr les vaccins vivants atténués chez les personnes immunoprimées, à administrer les vaccins du calendrier vaccinal en vigueur et administrer et prescrire les vaccins contre la grippe saisonnière. Donc, pour réaliser cette activité, on doit répondre à un certain nombre de demandes, c'est-à-dire avoir suivi une formation relative à l'administration ou à la prescription des vaccins, et puis aussi avoir déclaré cette activité
auprès du Conseil de l'Ordre. Alors tout de suite, pour éviter des questions qu'on peut avoir au final, enfin en fin de réunion, cette déclaration auprès du Conseil de l'Ordre, elle nous est tombée dessus cet été. Voilà, on n'était pas informés, on y est, je vais pas dire, voilà, on n'est pas responsable de tous les désagréments que certaines et certains d'entre nous ont pu avoir. C'est quelque chose qui nous a été imposé sans préalable. Alors, quelles sont les modalités de déclaration? Alors, moi, je suis sur mes images avant. Donc, je suis pharmacien exerçant en officine et je souhaite déclarer une activité d'administration de vaccins. Donc, si cette activité a déjà été déclarée à l'ARS, je pense en particulier quand on s'est formé il y a quelques années là, pour la vaccination contre la grippe, donc on n'a pas besoin de nouvelles déclarations ni d'envoyer des attestations quelque part. Par contre, si l'activité n'a pas été déclarée à l'ARS, le pharmacien doit déclarer son activité d'administration avec l'attestation de formation. Alors, cette attestation de formation, c'est soit une attestation qui a été faite lors de la vaccination contre la Covid, soit une attestation de formation qui est conforme aux objectifs pédagogiques des organismes de formation. Si le pharmacien, donc là on s'adresse plutôt à des jeunes pharmaciens puisque ce sont ceux qui auraient suivi une formation durant leur 6e année de pharmacie. Là, si la formation a été faite par ces jeunes pharmaciens, pas besoin de fournir d'attestation. Ça, c'est pour le côté administration. Pour la déclaration de prescription des vaccins. Donc, je suis pharmacien d'officine, je veux déclarer mon activité de prescription de vaccins. Donc, je dois déclarer mon activité avec la présentation d'une attestation de formation qui respecte les objectifs pédagogiques fixés dans l'arrêté du 8 août 2023. Pour les étudiants en 3e cycle de pharmacie, ils sont uniquement autorisés à administrer les vaccins, ils ne font pas l'objet d'une déclaration à l'ordre. Petite précision, des fois on vous parle du 8 août, des fois on vous parle du 9 août, des fois on vous parle du 10 août 2023. En fait, le décret date du 8 août, il a paru le 9 août et il est applicable à partir du 10 août. C'est pour ça qu'il peut y avoir parfois des dates qui changent. Alors, sur la diapo suivante, Anne-Claire. Voilà. Donc, ça, c'est le formulaire de déclaration que vous trouvez sur le site de l'Ordre. Il faut le remplir. Donc, la première partie est simple. Il suffit de remplir ses coordonnées, bien préciser si on est pharmacien titulaire ou si on est pharmacien adjoint, et puis ensuite ce que l'on souhaite déclarer, soit l'activité d'administration, soit l'activité de prescription. Et en fonction des cases que l'on coche, on a une attestation à fournir. Alors, l'attestation, la déclaration et l'attestation, c'est à chaque fois pour un pharmacien. Ce n'est pas pour la pharmacie, c'est pour un pharmacien. Et quand on est titulaire, on envoie les documents à vaccination-crop-pdl@ordre.pharmacien.fr. Et quand on est adjoint, on envoie ça au niveau national à vaccination-ccd pour Conseil Central D, @ordre.pharmacien.fr. Donc ça, c'est assez facile. Pour les étudiants, je le rappelle, il n'y a rien à faire. La diapo suivante. Alors, les attestations de formation, elles doivent comporter un certain nombre de mentions. Alors, soit elles concernent soit la formation d'administration, soit la formation de prescription. Il faut toujours qu'il y ait l'identité du pharmacien, la date et début de formation, et si la formation d'administration donc est postérieure au 10 août, donc l'attestation doit porter les mentions qui sont ci-après. Si la formation d'administration est, j'ai dit postérieure, c'est antérieure au 10 août. Si la formation est postérieure au 10 août, la formation d'administration doit comporter les 2 points qui sont signalés. Alors, concernant la formation à la prescription, donc ça, c'est le point qui va irriter et qui a irrité malheureusement de nombreuses consoeurs et de nombreux confrères. Si la formation était antérieure au 10 août, elle n'était pas recevable.
Donc, il y en a beaucoup d'entre nous, et moi, je les comprends, qui se sont dit, mais c'est pas possible, on a fait la formation, c'est pas validé, c'est pas validant. Pourquoi ça n'est pas l'ordre qui est responsable, c'est la loi qui est comme ça. Et ce que l'on peut dire, c'est que peut-être les organismes, en y allant vraiment doucement, c'est que ce sont peut-être les organismes de formation qui se sont un peu précipités et qui ont proposé des formations sans base législative. Ça, il faut le reconnaître. Si la formation de prescription est postérieure aux dissoutes, bon, elle doit être conforme aux objectifs de l'arrêté du 8 août. Donc voilà pour les attestations. Et la diapo suivante. Donc, on est formé. Mon officine doit respecter les conditions techniques pour exercer l'activité de vaccination fixée par l'arrêté du 8 août. Donc, ce sont toujours un petit peu les mêmes conditions techniques, c'est-à-dire les locaux adaptés avec la confidentialité, les équipements adaptés, une table, un bureau, une chaise, un fauteuil, etc., un point d'eau ou une solution hydroalcoolique, l'enceinte réfrigérée pour assurer le stockage des vaccins et la bonne qualité, le matériel nécessaire à l'injection, la trousse de secours, tous les dispositifs pour l'élimination des déchets et tout le matériel informatique pour enregistrer les vaccinations. Je sais, il est dans les conditions à remplir, il est dit que les patients ne doivent pas être en contact avec les médicaments. Je sais que certaines et certains d'entre nous n'ont pas la chance d'avoir des locaux qui permettent d'avoir un accueil conforme. Il faut que nos consoeurs et confrères en soient conscients. Si jamais il y a un jour un pharmacien inspecteur qui vient, voilà, ils peuvent être interrogés, ils devront s'expliquer sur ce point-là. Et puis bien sûr, il faut avoir déclaré son activité soit à l'ordre, soit à l'ARS. Alors, on va maintenant voir les cas pratiques pour savoir qui peut vacciner. Les tableaux là qui vous sont présentés doivent être lus dans le sens des colonnes. Vous avez 2 colonnes à gauche où il y a écrit depuis le 10 août, donc qui représente le droit commun, donc c'est ce qui est c'est la loi, c'est ce qui est réglementaire. Et vous avez dans les 2 colonnes de droite grisées les mesures dérogatoires. Ce sont des mesures qui ont été prises au cours de la pandémie, enfin pendant la pandémie au Covid-19. Donc ce sont des mesures, comme le nom l'indique, qui ne sont pas destinées à perdurer dans le temps et qui, un jour, j'imagine, passeront dans le droit commun. Mais pour l'instant, elles sont toujours maintenues. Alors, premier cas, je suis pharmacien, j'ai été formé et j'ai déclaré mon activité. Donc, dans le cadre du droit commun, concernant l'activité de prescription. Donc, je peux prescrire aux personnes âgées de 11 ans et plus avec les restrictions qui sont ci-après. Et je peux aussi administrer, puisque j'ai été formé à l'administration, donc je peux vacciner les personnes âgées de 11 ans et plus. Dans le cas de la grippe saisonnière, je n'ai pas besoin de prescription pour une vaccination contre la grippe, donc je peux vacciner. Je peux vacciner les personnes âgées de 11 ans et plus. Dans le cas des mesures dérogatoires dans le cadre de la pandémie, ça concerne la vaccination Covid. Je suis pharmacien, je n'ai pas besoin de formation pour prescrire et je peux vacciner les personnes de 12 ans et plus et je peux prescrire le vaccin aux personnes âgées de 12 ans et plus à l'exception des femmes enceintes et puis des cas cités ci-après. Concernant l'administration, je peux la faire aux personnes âgées de 12 ans et plus. Et enfin, pour les enfants, je peux prescrire et administrer le vaccin aux enfants âgés de 5 ans, de 5 ans à 11 ans, avec les restrictions ci-après. Ça, c'est la partie, on va dire, la plus facile, la plus claire. Diapo suivante. Je suis pharmacien, mais je n'ai pas déclaré d'activité,
d'attestation de formation ou d'administration. Donc, concernant les vaccins qui sont dans du calendrier vaccinal en vigueur, je ne peux ni prescrire ni administrer. Par contre, je peux prescrire et vacciner contre la Covid dans le cadre des mesures dérogatoires qui sont en cours. Donc, à la condition d'avoir suivi une formation spécifique à la vaccination. Il y a beaucoup d'entre nous qui l'ont fait à ce moment-là. Donc, je peux prescrire aux personnes âgées de 12 ans et plus, à l'exception des femmes enceintes et des cas ci-après, et je peux administrer les vaccins Covid aux personnes âgées de 12 ans et plus, avec les restrictions ci-après, et là, donc on est d'accord, je reviens sur le Covid, donc c'est 12 ans et plus. Pour les 5-11 ans, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Et il y a le cas particulier de la grippe. On considère que, comme il est intéressant d'avoir une vaccination conjointe grippe-Covid, ces pharmaciens qui n'ont pas de formation à la prescription, mais une formation à l'administration des vaccins, peuvent vacciner contre la Covid les personnes majeures. Est-ce que tout le monde suit? Est-ce que tout le monde suit? Ouais, ça va? Donc, on va passer au tableau suivant qui concerne les préparateurs, préparatrices en pharmacie, nos collaborateurs et collaboratrices. Dans le droit commun, ils n'ont pas le droit de prescrire. Dans le droit commun, ils n'ont pas le droit d'administrer les vaccins. Ça, c'est quelque chose qui… Voilà, pour l'instant, c'est non. Dans le cadre des mesures dérogatoires, ils n'ont pas le droit de prescription. Par contre, ils ont la possibilité d'administration à condition d'avoir fait une formation spécifique et de faire cette administration sous la supervision d'un pharmacien formé à l'administration. Donc, ils peuvent administrer les vaccins Covid aux personnes âgées de 12 ans et plus, et ils peuvent administrer aussi le vaccin contre la grippe, car on considère que c'est intéressant d'avoir une vaccination conjointe grippe-Covid. Et cette vaccination contre la grippe, contrairement à la vaccination Covid, c'est simplement aux personnes majeures. On va passer au tableau suivant, qui concerne nos futurs consoeurs et confrères. Donc, j'ai validé ma 6e année en pharmacie et j'ai un certificat de remplacement pour travailler en officine. Dans le droit commun, je ne peux pas prescrire. Par contre, je peux administrer, parce que normalement, à la fac, j'ai suivi une formation spécifique à l'administration des vaccins. Donc, je peux vacciner les personnes âgées de 11 ans et plus pour les vaccins qui sont mentionnés dans le calendrier vaccinal en vigueur, et je peux vacciner les personnes de 11 ans et plus contre la grippe saisonnière. Dans le cadre des mesures dérogatoires contre la Covid. Donc, je suis étudiant en pharmacie, 6e année validée avec certificat de remplacement, je ne peux pas prescrire. J'ai suivi une formation à la fac pour l'administration des vaccins et sous la supervision d'un pharmacien, je peux administrer les vaccins contre la Covid aux personnes âgées de 12 ans et plus, avec les restrictions, aux enfants âgés de 5 à 11 ans, avec les restrictions ci-après. Ça, c'était le 4e cas. J'ai une question, monsieur. Oui. Concernant, oui. J'ai une pharmacienne donc, qui a eu son diplôme il y a 1 an, donc elle n'est pas encore thésée et elle a fait la formation prescription. Est-ce qu'elle peut prescrire? Non. Là, elle est chez vous avec un certificat de remplacement. Elle a validé sa 6e année, elle est en train de passer sa thèse, et donc là, pour travailler en officine, normalement, elle a demandé un certificat de remplacement, ce qui lui permet de remplacer le titulaire quand il est absent aussi. Oui, donc là, elle n'a pas le droit de prescrire? Donc non, elle n'a pas le droit de prescrire. Elle peut administrer. Alors on est que ce soit dans le droit commun ou dans les mesures dérogatoires Covid, il n'y a pas le droit de prescription. D'accord. Elle peut administrer
elle peut administrer, mais il n'y a pas le droit de prescription. Ce tableau-là de la page 5, c'est vraiment la situation. J'ai validé je suis étudiant, j'ai validé ma 6e année en pharmacie et j'ai un certificat et je travaille en officine avec un certificat de remplacement. C'est ce cas-là. Donc je pense que c'est le cas de notre futur consoeur. Oui. Oui, oui. Voilà. Alors, voilà, page 5. Là, c'est le cas. Je suis étudiant en pharmacie en stage de 6e année. Je dis bien en stage de 6e année. Ce n'est pas le cas où je travaille le soir, le samedi ou pendant les vacances. On va le voir après. Je suis en stage de 6e année. Le droit de prescription la possibilité de prescription dans le droit commun ou dans les mesures dérogatoires, c'est non. L'administration, donc là, ce sont des jeunes qui ont été formés à la fac pour pratiquer la vaccination. Donc, sous la supervision du maître de stage, donc possibilité d'administration aux personnes âgées de 11 ans et plus, et pour les vaccins du calendrier vaccinal en vigueur, et possibilité de vacciner contre la grippe saisonnière pour les personnes âgées de 11 ans et plus. Concernant la vaccination contre la Covid, donc là aussi, bon, ils ont la formation, donc ils peuvent vacciner les personnes âgées de 12 ans et plus, à l'exception des cas cités, et les enfants âgés de 5 ans à 11 ans, à l'exception des cas cités aussi. Là, c'était le cas, je suis en 6e année et je fais mon stage à l'officine. Dans la diapo suivante, on est c'est le cas de l'étudiant en pharmacie, on n'est pas chiffre, c'est le cas de l'étudiant en pharmacie qui travaille, alors qu'il soit en 4e, 5e année ou en 6e année hors stage, qui va travailler le soir, qui va travailler le week-end, qui va travailler pendant les vacances. Dans le droit dérogatoire, dans le droit commun, il ne peut ni prescrire ni vacciner, même si en 6e année, il a eu la formation. Et dans le cadre des mesures dérogatoires, il ne peut pas prescrire les vaccins contre la Covid. Par contre, comme en 6e année, si c'est le 6e année, il a été formé à la vaccination durant ses études, à l'administration, oui, il peut injecter les vaccins contre la Covid aux personnes âgées de 12 ans et plus et aux enfants âgés de 5 à 11 ans. Et la vaccination contre la grippe aussi, si on considère qu'il est intéressant d'avoir une vaccination conjointe grippe saisonnière Covid, et ça, ce sera uniquement à ce moment-là pour les personnes âgées de 18 ans. C'est là où ça commence à se compliquer un peu pour nous pharmaciens quand on a des jeunes qui viennent nous aider en dehors de leurs études. Ça, on va passer à la. Eh bien, c'est fini. Pour moi, pour les personnes qui vaccinaient, voilà, j'ai essayé de balayer un petit peu tout. Alors, on a eu des questions, j'en parle là parce que j'y pense. On a eu des questions d'un confrère qui nous avait posé, voilà, moi j'ai d'embaucher une infirmière diplômée d'État, est-ce qu'elle peut vacciner? C'est non, parce que une infirmière, pour qu'elle puisse vacciner, doit être inscrite à son conseil de l'ordre, et quand elle est embauchée, quand elle travaille dans une officine pour telle ou telle mission, elle n'est pas inscrite à son conseil de l'ordre et elle ne peut pas vacciner. Merci beaucoup. Merci, Jocelyn. Alors, il me semble qu'il y a eu des questions dans le chat durant l'intervention. Des questions dans le 4. Alors, je reviens sur le 4. Oui, sur le 4, c'est j'ai validé sur la page 4, c'est ça Non, dans le chat, du coup, de notre Zoom, Jocelyn. Il y a eu des questions de poser par écrit.
par les D'accord, pharmaciens. pardon, Voilà, oui, non, 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 je t'en oui, prie, oui. aucun souci. Alors, la dernière, si on a bien compris, les pharmaciens non formés à la prescription ne peuvent pas administrer un Repevax prescrit par un médecin chez un adulte. Alors, on est dans le cas de la page 2. Je suis pharmacien, je n'ai pas de formation à la prescription, je ne peux pas administrer les vaccins du calendrier vaccinal en vigueur. Par contre, je peux administrer la Covid et bien sûr, avec à chaque fois les restrictions et les conditions. Je peux prescrire la Covid, le vaccin contre la Covid, pardon, je peux administrer le vaccin contre la Covid et administrer le vaccin contre la grippe si je considère qu'il y a un intérêt à avoir cette double vaccination. Très bien, merci. Alors, une question, que se passe-t-il pour une apprentie DOST qui est diplômé infirmier? Peut-il vacciner? C'est non. Donc, elle est ça rejoint un petit peu là le cas que je citais de l'infirmière embauchée dans une officine pour des missions qui ne me sont pas connues. Donc, l'infirmière pour vacciner doit être inscrite à son conseil de l'ordre. Là, elle est étudiante en DOST, elle n'est plus inscrite au conseil de l'ordre, elle est considérée comme, alors est-ce que c'est salarié, apprenti, enfin elle est salariée de l'officine, non, elle ne peut pas vacciner. Aucune, ni dans le droit commun, ni dans le cadre des mesures dérogatoires. Une autre question, l'accord parental sous 16 ans est-il aussi nécessaire auprès des deux parents pour le vaccin grippe? Alors tout à l'heure, quand je me suis connecté, je crois que vous étiez en train de parler de l'accord parental. Oui. Et je préférerais que vous alors je ne sais pas qui intervenait. Je sais qu'il y a des gens de la CPN, je sais qu'il y a le docteur, Blanqui. moi le nom m'échappe. Le docteur Blanqui, ouais. Voilà. Et je pense que c'est plus à eux de répondre qu'à moi, si vous êtes d'accord. Pour les autorisations parentales. Pour les autorisations parentales. Bah, oui. Je pense qu'il faut que je vais interroger la juriste de mon hôpital pour avoir une réponse assez claire, si vous voulez, du coup. Voilà. Après, je sais pas si ça s'applique forcément aux pharmaciens ou pas. Moi, je sais vous dire pour les médecins, mais moi, j'avais cru comprendre qu'on était, voilà, que alors la vaccination, là, Anne-Claire, la question, c'était pour la grippe ou pour grippe. toutes les vaccinations. Et je crois que c'est pour toutes les vaccinations aussi, mais nous, on avait reposé la question Alors, pour la Covid. Moi, j'avais compris que pour les vaccinations du calendrier en vigueur, il fallait l'accord parental des deux. Il fallait des deux parents. Il fallait le parent 1 et le parent 2. Alors nous, on avait reposé la question, savoir si ça devait être forcément signé et tout ça, parce que souvent, c'est un seul parent qui accompagne l'enfant. Dans certains cas, ça va être compliqué, voire… Voilà, donc nous, on avait réinterrogé et on avait dit que s'il n'y avait pas de notion de conflit parentaux et que si le parent qui était présent certifiait que le deuxième parent était d'accord, il n'y avait pas forcément besoin de recueillir un consentement signé, en tout cas pour les médecins, pour cette vaccination. Alors après, il y a des dérogations. Quand c'est pour la vaccination dans les collèges, pour le l'HPV, il y avait une obligation d'avoir la signature des deux parents, du coup. Mais après, ça dépend un petit peu de chaque vaccination, des modalités de vaccination et tout ça. Donc, je ne sais pas ce qui a été prévu pour les pharmaciens, si vous aurez une obligation d'avoir des consentements ou si ça sera comme pour les médecins. Et voilà. Et nous, pour la Covid, initialement, il y avait l'autorisation des deux parents, mais maintenant, c'est revenu comme pour les vaccinations standards. Si l'enfant est accompagné que d'un seul parent et que le parent est d'accord pour la vaccination, enfin, dit que l'autre parent est d'accord, il n'y a pas de souci, on peut vacciner, du coup. Oui. Donnez-moi 30 secondes, je reviens. On va passer à une autre question. Oui, pardon. Excuse-moi, Anne-Claire. Non, je t'en prie. Nous, au niveau de l'assurance maladie, on va interroger la Caisse nationale sur cette question de l'accord parental. Maintenant, j'ai vu sur le site Vaccination Info Service, j'ai trouvé la nécessité d'un accord parental pour des deux parents que pour la Covid.
Mais je n'ai pas trouvé d'informations sur le reste. Donc, on creuse et puis on reviendra vers toi. Merci beaucoup, Catherine. J'enchaîne, j'ai une question pour toi. Ah. Enfin, tu vas me dire. Peut-on prescrire un vaccin sans l'administrer? Quel code acte facture-t-on dans ce cas-là? Non, on ne peut pas prescrire un vaccin sans l'administrer et on ne peut pas le facturer non plus. Merci beaucoup, Catherine. Là, je reviens sur l'autorisation parentale. Donc, je poserai la question à la juriste et on vous fera parvenir la réponse. On est plutôt sur, enfin là, je vais poser la question rapidement. Je crois qu'on est plutôt quand même sur l'autorisation des deux parents. Mhm. Mais voilà, sous réserve, on vous donnera une réponse plus précise. Oui, après, je pense que dans la question, ce qu'il faut poser, c'est est-ce que ça doit être signé par les deux parents ou est-ce que si un parent qui accompagne certifie que le deuxième parent est d'accord, est-ce qu'il y a besoin d'avoir les deux parents présents et de signer? D'accord. Voilà. C'est plus ça qui pose souci. Nous aussi, il faut qu'il y ait l'autorisation des deux parents. Mais après, ça suffit que le parent qui est présent certifie que le deuxième parent est d'accord, du coup. Parce qu'après, sinon, c'est D'accord. Mais compliqué. Hein, ouais. quand il y a une mésentente entre les deux parents, Et ben, là, là, on essaye d'avoir. Alors, chez nous, c'est surtout, on est plutôt embêté quand c'est des vaccinations comme des vaccinations pour le voyage, qui sont pas forcément des vaccinations obligatoires, où là, on peut être d'accord. embêté. Mais souvent, les parents, on leur demande, nous, d'être d'accord avant d'autoriser les deux enfants, du coup. Voilà. Je remonte pour être sûre de ne pas en avoir oublié. Bonjour, nous avons bien le droit de prescrire et vacciner des vaccins vivants atténués chez les plus de 11 ans en bonne santé. Exclusion, immunodéprimés et femmes enceintes. Oui, oui. Sinon, il y a... Anne-Claire, si je peux revenir sur la question sur la prescription seule, c'est vrai que ça n'avait pas été envisagé, mais ça fait partie des discussions nationales. Pourquoi on ne pourrait pas à l'occasion prescrire et que le vaccin peut-être soit différé pour différentes raisons. Voilà, donc il y a un échange sur le sujet, peut-être que ça changera, on verra. D'accord. Merci, Blandine. Alors, il me semble avoir fait le tour des questions dans le chat. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. Sinon, je vois l'heure, 14h04. On est dans les temps. Non, a priori, on a fait le tour. Alors, le replay sera disponible, va vous être envoyé et sera disponible sur le site de l'URPS. Et on pourra aussi, sous réserve de l'accord des intervenants, bien sûr, vous faire suivre la présentation du jour. Pas de problème. Excusez-moi. Oui. Je voulais revenir sur la question de l'administration du Repevax quand il y a une prescription médicale. Quelqu'un qui a été formé à l'administration, à la vaccination, je ne comprends pas pourquoi il n'y aurait pas possibilité de le faire. C'est qu'une injection, enfin c'est une injection tout comme contre la grippe ou le Covid, quoi. C'est ça que je ne comprends pas. Pourquoi faut-il avoir fait la formation prescription alors que là, on parle que d'une administration de vaccin et prescrit par un médecin? Je ne sais pas si vous m'entendez. Si, très bien. Si je peux me permettre de répondre à ça, c'est que quand même, malgré tout, la formation prescription apporte quand même des grands éléments sur le calendrier vaccinal et je pense que c'est toujours bon de savoir aussi ce qu'on injecte. Hein. Donc, pour tous nos préparateurs ou adjoints, ou remplaçants, même nos préparateurs qui ne vont pas administrer, aller plus loin sur le calendrier vaccinal, voilà, ça me semble important, même si c'est vrai que ce n'est qu'une administration. Bah, de toute façon, je pense que même si je ne doute pas que la formation prescription soit utile pour nous, mais j'ose espérer quand même qu'on connaisse un peu ce qu'on délivre, ça fait je quand veux même dire. du bien quand on est sorti de la fac. Oui, depuis c'est 20 ou ça, 30 c'est ans, je pense que c'est ce quand que même je pas dis. mal de C'est prendre ce le que temps. je dis, mais je veux dire, après, ce n'est qu'un acte. Je veux dire, en soi, vous répondez enfin, vous délivrez un vaccin, j'ose espérer que vous sachiez ce que vous délivrez aussi.
Donc après, l'acte vaccinal, si on s'est vacciné contre la grippe ou le Covid, pour le reste, je vois pas. Voilà, c'était juste une. On a une dernière question, Monsieur Josselin. Si seul l'adjoint a été formé à la prescription, le titulaire peut-il prescrire et vacciner? Alors, l'adjoint est formé à la Ouais. prescription et Oui. à l'administration. Alors oui, parce que donc comme on l'a vu là en préambule, les déclarations elles sont individuelles, donc elles dépendent pas de l'officine, de la pharmacie. Donc si le pharmacien est formé à la prescription et à l'administration, il est dans le cas numéro 1. Voilà, je suis pharmacien formé à cette activité, indépendamment de mon titulaire Merci ou beaucoup. de ma titulaire. Merci beaucoup. Normalement, on a fait le tour de toutes les questions. N'hésitez pas s'il y en a une dernière. Et sinon, on va mettre à disposition le replay, les présentations qui vous ont été faites là sur le site de l'URPS. Et puis, n'hésitez pas à nous solliciter si vous avez besoin. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Eh bien, merci à tout le monde et bon Merci tout le monde. après-midi à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et Au revoir. désolé pour le Merci. retard. Non, non, pas de problème. Merci. On attend une minute.